On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté, T. Dans le dernier épisode, j'ai quitté Luc La Liberté sur la formule suivante. J'ai dit, je crois que dans les prochaines semaines, on va avoir du pain sur la planche, Luc. On s'emmerdera pas. On va avoir plein d'actualités dans la politique américaine. Ouais, on se fait nourrir à petite cuillère, hein? On nous fait l'avion pour nous donner de l'actualité, mon cher Luc. Joe Biden qui décide de sortir pas plus tard que dimanche en fin de semaine. Coup de tonnerre, mais surtout, j'ai le goût de dire, Luc, semaine historique aux États-Unis. Tentative d'assassinat suivie de désistement d'un candidat. Watatata! Qui a dit que la fin de semaine, il n'y avait pas de nouvelles et que ça tournait au ralenti dans les salles de nouvelles ou pour les commentateurs politiques? Deux fins de semaine, tu fais très, très bien de le souligner. Et entre les deux, mine de rien, entre la tentative d'assassinat et la décision de Joe Biden, on a eu une convention républicaine. Donc, c'est un feu roulant aux États-Unis. Tu l'as dit, effectivement, on est assis, on se laisse nourrir. Tout ça nous arrive très rapidement, donc puis à un rythme soutenu. Donc, on le disait, je pense, la semaine dernière, hein, il s'agissait pas de savoir si Joe Biden allait quitter. Trop de gros noms, trop de donateurs, une pression, c'était devenu intenable. Maintenir l'unité du parti dans ces conditions-là, mobiliser les électeurs, ça relevait pas juste de l'exploit, mais de l'impossible. Et j'ai déjà dit, si Joe Biden ne peut pas incarner un personnage, c'est bien celui de Tom Cruise dans Mission Impossible. Donc, il s'est rendu à l'évidence, M. Biden. Tout le monde ne vieillit pas de la même manière. Hein? Donc, il s'est rendu à l'évidence. Parmi les choses qui l'auraient fait hésiter dans les derniers jours, donc, il y avait les calculs qu'on effectuait en coulisses, parce que les démocrates, à l'évidence, se sont parlé, les poids lourds, en tout cas, ils se sont parlé, puis ils ont déjà préparé la transition. Et une des choses qui aurait fait hésiter Joe Biden, c'est les sondages au sujet d'une potentielle candidature à la présidence de Kamala Harris. Donc, Joe Biden aurait lui aussi, comme bien d'autres, comme nous, vu des problèmes dans son path to victory, donc dans son chemin vers la victoire. Ces doutes-là, ils persistent, mais rappelons que depuis hier seulement, Kamala Harris a cumulé 49,6 millions de dollars. Donc, les donateurs, en tout cas, eux, sont au rendez-vous. Ils sont passés de la parole aux actes. Hein. Ils étaient prêts à geler les fonds pour Joe Biden, puis le cercle, la garde rapprochée de Joe Biden disait « Chef, l'argent rentre moins. » Finalement, ces donateurs-là ont dit « OK, maintenant que vous avez procédé au changement, nous, on recommence. » Et ça va être très important, cette pluie de dollars sur le terrain, autant en présence physique, en mobilisation, qu'en publicité, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les chaînes câblées traditionnelles. Ouais, puis là, il y a plusieurs choses à analyser. Là, on va suivre, évidemment, ce qui s'en vient. Là. Mais avant de parler des étapes, moi, Luc, j'ai goût de parler de la réaction des républicains. Ça a brassé pas mal depuis hier, juste sur Truth Social. Donald Trump ne dérougit pas, il lâche pas le morceau. Il a l'air furieux, là, mais furieux que Joe Biden s'en aille. Un peu comme s'il venait de perdre sa proie facile dans un prochain affrontement. On dirait que ça réagit fort là, du côté républicain. Et ça vient du candidat qui, calmement, sur un ton ému, à la fin de la convention, disait qu'il fallait unir et cesser les attaques, la violence. On a dit que ça avait duré 28 minutes le jeudi soir à la fin de la convention. À peu près. Ce sont les seules 28 minutes qu'on va avoir eu de Donald Trump plus calme. Il est revenu totalement déchaîné et je suis parfaitement d'accord avec toi. Il ne voulait pas que Joe Biden quitte. On avait également fait allusion à ça précédemment quand on s'est dit il est étrangement calme face aux problèmes de Joe Biden. Après le débat, combien de fois on l'a vu attaquer là, de manière comme il l'a toujours fait? Combien de fois a-t-il attaqué Joe Biden? Il a même été un peu sympathique à la cause du président en disant que ça devait être terriblement difficile pour son ego, entre autres. Visiblement, il vient de nous confirmer ce qu'on affirmait précédemment. Il voulait affronter Joe Biden. La campagne était montée en fonction, surtout depuis l'assassinat, de la tentative d'assassinat. Donc, c'était monté en fonction de regarder un candidat qui a peut-être 78 ans, mais qui dégage une énergie folle, qui est prêt à se battre, à aller au combat. Comparer ça avec, et là, on aurait vu en boucle des images d'un Biden bafouillant, confus,
fort probablement des images du débat où juste le non-verbal confirmait qu'il n'était pas là, donc qu'il n'était pas là d'esprit, à tout le moins pas prêt à 100%. On défait la stratégie. Ça devient beaucoup plus difficile, même si une candidature de Kamala Harris a des faiblesses, pas que des avantages, loin de là, ça devient beaucoup plus difficile à mener. Et il va devoir mener une campagne si lui a l'immigration de son côté. Il est confronté à une femme qui va intervenir sur la question de l'avortement. Comment va-t-il réagir? Et cette femme-là polarise beaucoup moins qu'Hillary Clinton. Il a déjà affronté une femme en campagne électorale, Donald Trump, mais Mme Clinton, autant ses partisans l'adoraient, c'était un peu comme pour M. Trump. Mhm. On aime ou on n'aime pas, mais il y avait peu de gens entre les deux. Il y en a plus entre les deux pour Kamala Harris. Elle est moins polarisante que ne l'était Hillary Clinton. Est-ce qu'il va retenir les coups? Est-ce qu'il va ajuster son discours? Moi, j'imagine déjà les démocrates répondre, ben écoutez, vous avez pas de choix en 2024 réellement. Vous avez l'ancienne procureure contre le violeur et le criminel condamné. Est-ce qu'il y a Hmm. un choix pour les Américains là-dedans? Donc, on va probablement le formuler autrement. C'est un peu brutal la façon dont je viens de le faire, mais reste que c'est ça qu'on a C'est aux factuel. États-Unis en 2024. Donc, vous avez quelqu'un qui est le premier président de l'histoire condamné au criminel, au civil pour diffamation et pour viol. Puis vous avez quelqu'un qui a appliqué et fait respecter la justice, qui a poursuivi des criminels auparavant. C'est un sacré contraste qu'on a. Qu'elle soit femme ou pas, le contraste est majeur. Ouais, et là, je suis content que tu parles d'Hillary Clinton parce que je t'avoue, j'ai pas eu le temps, là, juste avant de rentrer en onde, Ouais. d'aller faire la confirmation par moi-même. Mais tu sais, c'est comme une page d'histoire, là, tu sais, des meubles de la politique américaine qui s'en va Ouais. avec Joe Biden. Là. Je Ouais. le dis là, sous toute réserve, là, faut encore que je contre-vérifie, mais depuis 1976, c'est la première fois qu'on va avoir une carte, là, dans le fond, là, tu sais, du combat président, vice-président des candidats de chaque côté, où il n'y a pas soit un Biden, soit un Clinton, ou soit un Bush sur la carte. Que un de ces noms-là ne se retrouve pas quelque part, Ouais. présidence, vice-présidence, mais on dirait qu'on tourne une page d'histoire qui est assez spéciale. Merci. Moi, ça me renverse. Là. On est vraiment dans quelque chose de Parce différent. oui, parce qu'on parle beaucoup de Kamala Harris en disant, puis avec raison, mais les sondages lui montrent au coude à coude. Là. Ça change rien ce que je dis depuis le début. Ça va être serré, cette course-là. C'est trop polarisé pour qu'on ait des mouvements majeurs. Donc, sauf accident. On vient de finir le Tour de France où Tadej Pogacar s'est imposé, puis on a dit jusqu'à la fin, sauf accident, il gagne. C'est un peu ça cette année. Ça va être serré, sauf accident. Donc, on oublie souvent que si on compare Kamala Harris à Donald Trump, il y a un autre facteur quand on change un candidat ou une candidate, quand on change de meneur ou de meneuse si près de l'échéance, c'est qu'on veut galvaniser les troupes. Et là, il y a enfin au sein du Parti démocrate une relève. Tu fais bien de le souligner. Les Clinton ont dominé ce parti-là pendant longtemps. Que Bill Clinton ait été candidat ou pas, qu'Hillary ait été candidate ou pas, il y a une bonne portion du Parti démocrate qui devait leur carrière puis leur place au sein du parti au couple Clinton. On vit la même chose un peu aussi avec Obama puis beaucoup avec Biden. Biden, c'est près de 50 ans de politique. Ils ont fait exception après la vice-présidence quand il se retire plus ou moins de la politique. C'est 50 ans de présence en politique. Il y a une relève. Donc, et cette relève-là, je pense, elle veut prendre sa place. Kamala Harris a enfin les mains à peu près libres pour gérer sa campagne comme elle le souhaite. Pendant les primaires, on rappelle qu'elle n'avait pas réussi à inspirer, à toucher les gens. C'est le facteur émotif sur lequel elle doit se concentrer. Mais elle n'a pas d'ombre qui plane sur elle. C'est voici Kamala Harris, voici ce que j'ai à offrir. Je parle pas au nom de Joe Biden ou j'ai pas à être solidaire de Joe Biden. Voici ce que j'ai à offrir. Et ça, c'est pour les électeurs démocrates intéressant. Puis on a rassuré aussi, il y en a qui disent on ne devrait pas jouer la carte du sexe en politique, du genre, si on veut, ou la carte raciale, ou la carte de la couleur de la peau. On vient de rassurer beaucoup de minorités aussi en disant on va de l'avant avec une femme. C'est une femme noire. On n'a jamais vu ça dans l'histoire des États-Unis. Et donc, au sein des troupes démocrates ou de l'électorat démocrate, on va donc motiver les troupes puis leur redonner un peu d'ardeur au combat, ce qui était plus là sous Joe Biden. Donc, Hmm. on parlera de la confrontation avec Trump, mais déjà, une bonne partie du travail qu'on devait faire au sein même des troupes démocrates, on le fait.
Oui, parce qu'on est en train de resserrer les rangs. C'est ce qu'on voit. Là, on parle beaucoup de Mme Harris parce qu'elle a été désignée par M. Biden, puis après, tout le monde est en train de se regrouper autour d'elle, mais c'est pas confirmé. C'est pas fait encore que c'est Mme Harris qui va être la candidate qui va affronter M. Trump. Y a-t-il des chances que ce soit pas un couronnement, Luc? Justement, y a-t-il des chances qu'il y ait du monde, des gens qui montent au front puis qui essaient de se faire justice puis qui essaient de passer là, contre Mme Harris? Parce que là, pour l'instant, on dirait qu'on est vraiment dans la thèse du on fait bloc puis on y va, c'est elle la candidate puis advienne que pourra. Le parti a affiché depuis un peu plus de 2 semaines de la division, des tensions, donc de nombreuses frictions, pas juste entre des camps, mais entre des générations. Est-ce que les démocrates ont le luxe de se permettre une grande division? Si jamais on devait contester la candidature de Kamala Harris, faudrait que ce soit organisé avec le proverbial gars des vues. On ne peut pas se battre sur le terrain de la convention, pas si près d'une élection. On ne peut pas, par exemple, se présenter contre Kamala Harris, c'est dire qu'on est le ou la meilleure, hein, et ça veut dire donc exposer les faiblesses de Kamala Harris. Moi, je pense qu'elle est la mieux placée pour récupérer l'argent et, il faut pas l'oublier, il y a des gens qui se sont prononcés pour Joe Biden. Elle est la mieux placée pour récupérer les électeurs qui ont placé leur confiance en Joe Biden et les donateurs qui avaient déjà contribué à cette campagne. Aller exposer en pleine convention les faiblesses de Kamala Harris, alors que je pense que c'est elle qui va malgré tout l'emporter, écoute, ce serait terriblement maladroit. Et les démocrates, je pense, nous donnent tous les signaux, tous les indicateurs qu'ils souhaitent éviter ça. Un des avantages que Joe Biden attend à dimanche avant de confirmer, c'est qu'à partir du moment où il dit aux autres « ma décision est arrêtée », les démocrates ont eu le temps eux aussi de se parler en coulisses. Et hier, écoute, ça s'invente pas, il fallait voir le synchronisme. Joe Biden, premier message, je serai pas là. Hein? Deuxième message, j'endosse pleinement Kamala Harris. Et ensuite, là, écoute, on a vu tomber beaucoup de noms qui disaient on est prêt à se ranger derrière Kamala. Et j'ai évoqué ça tout à l'heure, les donateurs qui disent voilà, l'argent recommence à couler à flot. Si c'est pas un couronnement, il faut que ce soit un scénario puis une mise en scène qui soit impeccable. Sinon, vous annulez une bonne partie de l'effet que vous êtes en train de créer. Plus personne ce matin ne parle, ou à peu près personne ne parle de l'assassinat de Donald Trump. Il y a quelques deuxième, troisième titres qui parlent des failles des services de protection de Donald Trump. Donc, mais il y a presque plus personne qui parle de l'assassinat. Là, ce qu'on veut, c'est en savoir plus sur Kamala, sur la stratégie, très peu sur les technicalités du fonctionnement de la Convention. On veut savoir qui l'appuie et jusqu'où on va aller. Les seuls noms que j'ai vus comme candidats qui pourraient s'opposer à Kamala Harris, c'est des gens qui ne sont même plus de vrais démocrates ou même qui ont quitté le parti. On a posé la question, par exemple, hier au sénateur de la Virginie-Occidentale, Joe Manchin. Joe Manchin, il a voté souvent avec Biden, mais pas toujours sur des enjeux. C'est un sénateur démocrate, donc il a souvent voté du côté de Biden, mais pas toujours sur les gros enjeux. Ça a souvent été le caillou dans la chaussure pour Joe Biden au Sénat. C'est un emmerdeur de première. Si je suis un démocrate, si je suis un électeur de la Virginie-Occidentale, je suis content parce que j'aime pas Washington et j'aime pas Biden. M. Manchin, il joue les deux cartes. Là, c'est un démocrate, mais qui dit pour me faire élire chez moi, des choses que je peux pas dire ou peux pas faire. Mais Joe Manchin n'est plus un démocrate. Il est plus souvent dans ses propos près de positions républicaines que de positions démocrates. Est-ce que Joe Manchin, les démocrates sont prêts à l'inviter et à lui dire viens foutre le bordel dans la convention puis dans ce spectacle d'unité? Parce que les républicains, hein, on le disait la semaine dernière, peu importe qu'on aime ou pas, qu'on endosse ou pas, écoute, étonnamment, ils ont été à 99% unis pendant leur convention, alors qu'on connaît les tiraillements internes énormes. Et là, ils sont apparus très dynamiques, ils sont apparus unis, puis avec un candidat qui a été à la hauteur de ce qu'on connaît, mais ça fait le travail pour M. Trump, donc de ce côté-là, pas de déception si je suis un républicain. Les démocrates ont une marge de manœuvre réduite. Donc, couronnement, j'appellerais pas ça comme ça si je suis un démocrate, mais il faut que ça ressemble à ça. Faut pas qu'on ait de failles dans ce bloc dynamisé parce qu'on relance la campagne. Faut pas qu'on ait de failles dans ce bloc-là qu'on va présenter aux électeurs. Non, surtout qu'on vient de gagner du momentum. Ça serait vraiment dommage de venir le gâcher. Ouais. Fait qu'assumons pour l'instant que c'est Mme Harris qui va être présente sur l'étiquette.
Je parle du ticket, c'est parce que ça va prendre aussi un colistier ou une colistière hein, sur le dit ticket. Puis c'est peut-être ça la question à 1000 $, Luc. Là, c'est qui la bonne personne pour venir compléter Mme Harris? On manque pas de choix, heureusement, du côté des démocrates. Non, puis écoute, je me suis amusé. C'était un feu roulant sur mes réseaux sociaux depuis hier. Soit de gens qui s'intéressent à la politique ou encore de collègues qui enseignent à l'université, qui commentent ailleurs aussi la politique. On disait, quel est le meilleur choix pour Kamala Harris? Et on a vu passer pendant un bref moment, on se disait, pourquoi on va pas, entre guillemets, all-in? Pourquoi on ne va pas à Mme Harris ajouter une gouverneure populaire d'un swing state, d'un État qui est en jeu? Pourquoi on lui adjoindrait pas Gretchen Whitmer, qui parle aux gens de façon très, très terre-à-terre, très, très pragmatique, qui a un bon sens de l'humour, un bon sens de la répartie? On aurait donc quelqu'un, Mme Harris, qu'on trouve chez certains un peu trop progressiste, avec quelqu'un qui, au contraire, est habitué de parler pour être élu à partir d'un État qui est divisé, démocrate, républicain, ce qu'on appelle un État pivot. Je pense pas que les Américains sont prêts pour un ticket sur lequel il y a 2 femmes, malheureusement. Je pense même que Mme Whitmer serait une meilleure candidate que Kamala Harris, mais c'est beaucoup plus difficile de la placer en tête et de déplacer Mme Harris pour une foule de raisons. Donc, on va avoir Kamala Harris et, je regrette de dire ça comme ça, nous, on s'exprime au Québec en 2024. Je pense que c'est un homme qu'on va avoir là parce qu'il faut un homme. Donc, dans un contexte américain, dans le contexte actuel. Ensuite, effectivement, il y a beaucoup de très, très bons candidats sur les rangs. Première question à se poser, est-ce qu'ils sont tous intéressés? Les hommes dont on pourrait mentionner, dont on va mentionner les noms, il y en a qui disent, si on perd, parce que c'est très serré, je viens de gaspiller des cartouches pour rien. Je viens peut-être de ruiner ma carrière politique et mes chances pour l'élection 2028. Parce qu'on se dit, si les républicains reviennent au pouvoir, on va nous vouloir, les démocrates, en 2028. Probablement que je suis mieux placé en 2028. Si je suis Gavin Newsom, par exemple, le gouverneur de la Californie, c'est peut-être un calcul que je fais. Pourquoi je ne serais pas solidaire à fond? Ce qu'il a fait, en mots en tout cas, avec Joe Biden. Pourquoi je ne jouerais pas cette carte-là? Il n'est pas très vieux non plus, Gavin Newsom. Il est très énergique, en pleine santé. Pourquoi je ne garderais pas mes cartes dans ma manche jusqu'en 2028? On a pensé, lui avait un handicap à sa candidature, en plus avec Kamala Harris, c'est qu'ils auraient été tous les deux de la Californie. Bien mauvais message envoyé au reste du pays qui trouve déjà que la Californie, c'est un monde à part, voire un pays à part. Ouais. On irait donc plus vers un homme qui serait issu d'un État plus conservateur ou d'un swing state. Et les principaux noms que j'ai vus passer, parce que Kamala Harris en a rencontré un de ceux-là en fin de semaine, il y a M. Cooper qui est en Caroline et qui représente donc ce type de démocrate plus conservateur, modéré, qui peut... parce que en passant, on parle souvent de 5-6 swing states. Les scénarios apocalyptiques pour les démocrates présentaient la Virginie, qui est acquise depuis maintenant 3 cycles électoraux. On la présentait comme un champ de bataille, de même que le Minnesota. Donc, ça donne encore plus de poids à une candidature d'un modéré ou d'un plus conservateur aux côtés de Kamala Harris. Il y aurait donc M. Cooper. Il y a M. Beshear, le gouverneur qui est démocrate, qui vient de s'imposer dans un État républicain, que moi, personnellement, j'aime bien. Donc, un démocrate qui passe le message de Joe Biden de manière à ce qu'il soit acceptable dans un État républicain, je lui lève mon chapeau. Ouais. Donc, il y avait Andy Beshear. L'autre, et ça semble être celui qui, dans mon cercle, appelle ça comme ça, de consultant ou de partenaire d'échange, c'est le gouverneur de la Pennsylvanie. La Pennsylvanie va être un des 3 États déterminants. Si je suis un démocrate, j'espère pas respecter, je ne pense pas que je vais répéter l'exploit de Joe Biden de m'imposer en Arizona ou de m'imposer, par exemple, en Georgie. C'était vraiment la Georgie un tour de force démocrate la dernière fois. J'espère aller chercher mon firewall ou mon pare-feu. Michigan, Wisconsin, Pennsylvanie. Alors peut-être que c'est M. Shapiro, qui est le gouverneur de la Pennsylvanie, qui est bien apprécié dans son État. Je pense que si on s'amusait, on était à Vegas, puis on place des paris, je pense que c'est celui sur lequel il va y avoir le plus de mise au moment où on se parle. Mais c'est ce genre de candidat-là qu'on veut aller chercher. Quelqu'un qui est dans un État pivot, quelqu'un qui a eu à se démarquer dans une campagne qui était rude, où il a eu à charmer un certain nombre de républicains ou à se présenter comme une figure acceptable, je pense qu'on se dirige vers ça.
Ouais, ça va tellement être intéressant à suivre. On risque pas de Oui. manquer de jus, là, mon cher Luc. Ça, Absolument c'est une certitude. J'ajoute aussi, puis on en reparlera, le nom peut-être de Pete Buttigieg, quoi qu'il voudrait peut-être se garder, se préserver lui aussi pour une prochaine élection, disons, où il serait candidat présidentiel. On va pas s'emmerder, Luc. On va pas s'emmerder. Si je vais chercher Buttigieg, Alex, puis je te laisse ensuite, c'est parce que au moment où on se parle, c'est le meilleur orateur démocrate pour parler à ceux qui ne sont pas des démocrates. Donc, le type a de très, très nombreuses qualités, mais il s'agit de l'entendre en entrevue, puis de l'entendre en entrevue à Fox News. Ouais. Et il arrive à mettre en boîte des gens, alors qu'il n'est pas en terrain ami là, quand il arrive sur Fox News. Donc, gardons aussi à l'esprit Pete Buttigieg, le secrétaire au transport, le ministre des Transports américain. C'est mon préféré, je m'en cache même pas, c'est mon préféré, j'aimerais ça le voir là. Hey, un gros merci, Luc. On va avoir du pain sur la planche cette semaine. Salut. Bonne journée, Alexandre.